Vous écoutez Arte Radio. Vendredi 1er avril 2022, avant de partir à l'audience. Aujourd'hui, il neige. De ma fenêtre, les flocons tournoient dans des sens qui se contredisent. Les vents les dispersent, les rappellent. Ils accélèrent, ils freinent. Vous avez trouvé ça fort comme son? Non, au sens fort, de le volume. Non, c'était normal, mais presque C'était pas assez normal. fort, parce qu'on n'entendait pas tout. Le procès du 13 novembre, sur écoute. Le volume en salle Un documentaire de Aurore Juvenel et Mathilde Sargent-Mirbeau, très puissant. réalisé par Charlie Marcelet. Ouais, voilà, c'est un peu confus, on n'entend pas tout. 3e épisode, l'audio du Bataclan. C'est vrai que quand ça avait été diffusé la première fois, c'était très fort, donc les balles c'était un son percutant, mais au moins on comprenait les voix. Alors que là, le peu de choses qui étaient dites, on n'entendait pas grand-chose. Moi, j'étais là pour les archives nationales. Mais j'ai bien vu le décalage entre la trace qui allait rester pour l'histoire et ce qu'on était en train de vivre collectivement. Alors, j'ai pris mon micro. Et les balles, mais comme les vidéos de revendication, qui étaient tellement fortes, et la musique qui restait dans la tête. Et travail sur le volume. Il y a quelque chose dans cette journée de palpable. Après des semaines de palais désert, c'est le palais des grands jours, bourré de journalistes. Et s'il y a autant de monde, c'est qu'aujourd'hui, on diffuse l'audio du Bataclan. Il a été enregistré par une personne du public le soir du concert. 22 secondes de cet enregistrement de 2h30 avaient déjà été diffusées en septembre, pendant la phase de présentation des scènes de crime. Or, l'expert qui va présenter ce son ne nous en fait entendre que 22 secondes. Sylvie Lindeperg, historienne. C'est-à-dire le tout début, l'irruption des kamikazes dans la salle de spectacle et les premiers tirs de Kalachnikov. 22 secondes, qui sont saisissantes par le bruit totalement assourdissant des Kalachnikov, parce que le son est assez fort. Mais à la suite de ces 22 secondes, l'officier de police judiciaire fait le choix de lire la retranscription de la bande. Très certainement, comme tous les autres, pour préserver les victimes. Et là, je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais j'ai trouvé le spectacle assez perturbant, parce que il a essayé, sans doute souhaitant bien faire, d'y mettre le ton, et c'est une espèce de performance qui était assez gênante, qui par ailleurs a eu pour effet de donner la même voix aux otages et aux meurtriers. Donc il y avait quelque chose d'assez singulier là-dedans. On a l'impression que vite, faut pas montrer, faut pas écouter, faut préserver les victimes, mais en fait... Claire Josserand-Schmitt, avocate de partie civile. Mais je pense que ça ne répond pas aux attentes fondamentales des victimes elles-mêmes. Il y a... chez beaucoup de victimes, un problème de reconstitution de la mémoire. On ne se souvient plus de ce dont on se souvient. Puis avec le temps, on s'invente de la mémoire, mais ça, c'est propre à l'humain. En toute bonne foi, on construit de la mémoire. Et quand on a vécu l'état de sidération, on a besoin derrière de reconstituer la mémoire. Et Léa, elle était dans la fosse du Bataclan, elle a entendu les 22 premières secondes, et elle me dit... Ah, nom de Dieu. Non, elle n'a pas dit nom de Dieu. Stéphane Maugendre, avocat de partie civile. Elle m'a dit, c'est extraordinaire, ces 22 premières secondes m'ont permis de me replacer exactement dans la fosse. Je pense que le conflit entre ce dont je me souviens et la réalité, je pense que ce qu'on a entendu est plus proche de la réalité que ce dont je me souviens. David Fritz-Göppinger, partie civile. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était très bruyant en sortant du couloir, alors que pour moi, c'était le silence total. Mais j'étais complètement sourd. Le vendredi 1er avril, 3 extraits sonores sont diffusés dans la salle d'audience. L'entrée des kamikazes au Bataclan, puis les négociations pendant la prise d'otages. Et le troisième, c'est l'assaut. Et c'est celui qui m'a le plus bouleversé vendredi. Parce que j'avais, sur mon petit carnet noir, j'avais noté
chaque temporalité et que chaque temporalité correspondait. T'as pas halluciné, tu vois, à tel moment, tu vois, machin, tu vois, truc. Et ça m'a permis de cocher des cases, en fait, de triage. Derrière, voilà, j'ai coché, j'ai trié, puis après j'ai oublié. Effectivement, le son est devenu un élément à part entière en fait du procès V13. Antoine Mégy, enseignant-chercheur en sciences politiques. Il y a eu un débat très fort et ça a été un moment important aussi sur est-ce qu'il faut entendre toutes les minutes de l'attaque du Bataclan, de la prise d'otages qui ont été enregistrées. Est-ce qu'on doit entendre? Qui veut l'entendre? Pourquoi? Les parties civiles, pour certaines, ont voulu, d'autres n'étaient pas vraiment pour, mais se sont pas fortement opposés. D'un seul coup, le son devenait un enjeu de compréhension pour certaines parties civiles de ce qu'ils avaient vécu. Un enjeu de qu'est-ce que la justice doit non plus montrer, mais doit faire écouter. Ça, c'est peut-être quelque chose d'assez inédit. Et puis, jusqu'où on va? Est-ce qu'on diffuse les 2 heures, ou est-ce qu'au contraire, on fait un choix et on coupe ce son? Grand débat de la veille, le 31 mars. Procès aseptisé. Fragment de réel. Une diffusion intégrale. Il faut faire une sélection. Dans tous les procès d'assises, on monte la scène de crime. Quel garde-fou au voyeurisme? Qu'est-ce qui est indécent? Ces sons pourraient être captés et diffusés sur les réseaux Que sociaux. le bruit des balles ne Cette blesse pas diffusion à nouveau les est victimes. utile à la manifestation Il de ne la faut vérité. pas diffuser sur la web radio. Confronter les accusés à la réalité des faits. Cela a été fait à Nuremberg. Que le niveau du son soit baissé, Cela exposerait les victimes qui ne souhaitent ni voir, ni entendre. C'est donner le droit d'entendre. Cette demande ne fait pas l'unanimité. Tout ce qui éloigne du réel génère à la peur l'espace de son gouffre. Donc, le 1er avril, le président Périez va nous faire entendre 3 fragments de la bande. Et Sylvie Lindeperg, historienne. il y avait 2 choses frappantes. La première, c'est qu'il a décidé de baisser considérablement le son par rapport à la première audition, considérant que le son peut être encore plus perturbant quand il est seul, qu'il n'est pas accompagné d'images, parce que finalement il engraine l'imagination de manière plus forte. 13h34, premier extrait. Musique. Tir de Kalachnikov. Répété. Cri. Hurlement. Les tirs cessent à 13h35. Reprennent au coup par coup. Cesse. Tir plus lointain. À répétition. Cri. Hurlement. Tir au coup par coup. 13h37. Voix. Je comprends pas ce que cette voix dit. Pendant ce temps, il neige à la fenêtre de la salle des criers. 3e extrait. Ça crie. Préparation de l'assaut, des bruits d'explosion, ça crie. C'est un peu confus. Brouhaha. Ça crie. Fin des audios à 13h44. J'ai dit vos gueules à des gens qui chuchotaient. À la première audition, j'étais saisie par le bruit des Kalachnikov. À la deuxième, j'ai été bouleversée par les plages de silence. Parce que on entendait des cycles qui se reproduisaient, salves d'armes, suivies de cris, de gémissements, et puis une plage de silence. Et de nouveau, les armes. Et ça m'a fait vraiment percevoir, avec une violence incroyable, ce que c'était qu'un silence de mort. On avait appris entre-temps des parties civiles
que ce temps de latence, c'était celui du rechargement des armes. Et tout d'un coup, la conjonction entre les voix, les mots des parties civiles qui étaient présentes au Bataclan ont permis d'habiter ce silence, qui était un silence de mort. Et puis d'une mort vraiment méthodiquement administrée. On n'a rien vu, mais on entendait tout. L'onde de choc m'a cassé l'occiput. Pour moi, c'est comme un viol, ce bruit. Un son puissant et fort. C'est le son de l'enfer. À la suspension d'audience, j'ai fait comme tous ceux qui avaient un micro ou une caméra. J'ai rejoint le carré presse, où il y avait plein de journalistes. Ces documents doivent transcender la douleur que ça peut générer chez les familles de victimes comme chez les rescapés. On doit aller au-delà de ça, en tout cas. Alors, transcender la douleur, c'est un mot bien lyrique pour quelque chose qui, en fait, est super personnel. Moi, quand je chiale le soir dans mon lit, je transcende rien du tout. En fait, sur Arte Radio.